Et bonjour. Alors, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du contrat social de Rousseau. On va voir comment, dans la pensée de Rousseau, les notions de liberté et de droit sont unies au contrat social. En extension, on va voir une pensée qui prolonge celle de Rousseau. C'est la pensée de Michel Serres dans le contrat naturel. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer principalement sur le livre 1. On va s'appuyer sur le livre 1 du contrat social. Donc, dans le livre 1, au chapitre 1, Rousseau nous dit « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Ça veut dire qu'il est réduit en esclavage. Comment ce changement s'est-il fait ? Nous demande-t-il. Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considère que la force et l'effet qui en dérivent, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car en recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravi, où il est fondé à la reprendre, où l'on n'était point à la lui ôter. Donc à la question qu'est-ce qui peut rendre légitime l'esclavage, en fait il nous dit rien. Une personne a été contrainte d'obéir par la force. Si elle peut secouer le joug qui l'oppresse, cette personne, par la force, eh bien, elle recouvre sa liberté et elle fait bien. Pouvant recouvrer sa liberté par le même moyen que celui qui lui ôte, le moyen qui l'ôtait n'était point légitime à la lui ôter. Bon. Donc, ici, la notion de liberté est mentionnée. Je l'avais dit. On va voir les notions de liberté, de droit, et comment elles sont unies au contrat social dans la pensée de Rousseau. La liberté. L'homme est né libre, partout il est dans les fers. Si l'homme peut récupérer sa liberté, qu'il le fasse. Bien. Dans le chapitre 2, Rousseau nous parle de Grotius et nous dit « Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés. » Il cite l'esclavage en exemple. Sa plus constante manière de raisonner est d'établir toujours le droit par le fait. On pourrait employer une méthode plus conséquente, mais non pas plus favorable aux tyrans. Il est donc douteux selon Grotius si le genre humain appartient à une centaine d'hommes ou si cette centaine d'hommes appartient au genre humain. Et il paraît dans tout son livre penché pour le premier avis, c'est-à-dire le genre humain appartient à une centaine d'hommes. C'est aussi le sentiment de Hobbes, nous dit Rousseau. Ainsi, voilà l'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail dont chacun a son chef, les centaines d'hommes, qui le gardent pour le dévorer. Ici, Rousseau dénonce un propos de Grotius sur l'esclavage. Dans la pensée de Grotius, l'esclavage existe en tant que fait. Puisqu'il existe en tant que fait, alors c'est un droit que d'avoir des esclaves, que de réduire des personnes en esclavage. Rousseau dénonce ça. On avait dit qu'on verrait les notions de liberté et de droit dans la pensée de Rousseau. Là, on est sur la notion de droit. Deux mots sont employés, le mot de droit et le mot de fait. Dans le bled de philosophie, dans la partie distinction lexicale, il y a une petite section qui distingue les termes fait et droit. Ces deux termes, nous dit le bled de philosophie, signalent une différence. Ils permettent de souligner que la réalité d'un fait ne suffit pas à le déclarer juste. Ainsi, le domaine du droit pose une exigence morale
que le domaine du fait ne contient pas nécessairement. Par rapport à la pensée de Grotius, qui pense que le fait de l'esclavage transforme l'esclavage en droit, donc pensée de Grotius dénoncée par Rousseau, et bien par rapport à cette idée de Grotius, on voit que le fait ne suffit pas pour produire le droit. C'est pas parce qu'une chose existe en tant que fait que ça la transforme en droit. Quelqu'un volerait la voiture d'une personne. Elle possède cette voiture en fait. C'est un fait qu'elle la possède puisqu'elle elle en a l'usage. Cependant, elle n'en a pas pour autant le droit de la posséder, cette voiture, puisqu'elle l'a volée. Le fait, donc, ne produit pas le droit. C'est ce que dénonce Rousseau en se servant de Grotius. Cette distinction est présente dans Bled de philosophie, édition Hachette 2020, je précise, parce qu'il y aura peut-être une mise à jour, une révision de l'ouvrage. Dans quelques années, on verra peut-être quelque chose de différent. Mais ce n'est pas la question, donc on reprend. Donc, Rousseau dénonce l'idée de Grotius que le fait produit le droit par rapport à l'idée d'esclavage. Donc, c'est pas parce que l'esclavage existe en tant que fait que c'est un droit de produire de l'esclavage. Et on se rappelle que dans le chapitre 1, Rousseau nous disait qu'il était légitime de sortir des fers quand cela était possible. Donc, le droit et le fait, une distinction importante, et la liberté. Deux points présents dans la pensée de Rousseau. Rousseau continue sa pensée sur le droit. Il a parlé de l'esclavage. Dans le chapitre 3, il nous parle du droit du plus fort. C'est le titre du chapitre 3 du livre 1. La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Ici, le mot moral est apparu. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir? Ça ne peut pas être un devoir de céder à la force. Ce n'est qu'un acte de prudence. Supposons un moment ce prétendu droit du plus fort. Je dis qu'il n'en résulte qu'un gallimatia inexplicable, car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Et oui, si c'est la force qui fait le droit, eh bien, l'effet change avec la cause. La personne la plus forte à un temps T ne le sera peut-être pas à un temps T2. Et donc, ce n'est donc pas un droit qu'elle avait en exerçant la force. C'était juste un pouvoir, on va dire, une puissance. Donc, sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est pas forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force, il ne signifie rien du tout. L'expression droit du plus fort, elle existe, on l'a déjà entendue. Eh bien, Rousseau vient de la déconstruire. Il nous dit, cette expression, la droit du plus fort, ça ne signifie rien. Il n'y a aucune moralité dans la force. Et quand on obéit à la force, on y obéit plus par prudence que par devoir. Ce n'est pas un devoir. Le vrai droit s'appuie sur la morale et le devoir, et pas sur la force et la prudence. Il ne s'appuie pas non plus sur le fait. Ce n'est pas suffisant qu'une chose existe en tant que fait pour produire un droit. D'accord.
Dans le chapitre 4, qui s'appelle de l'esclavage, Rousseau nous dit: quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants. Ils naissent hommes et libres. Leur liberté leur appartient. Nul n'a droit d'en disposer que eux. Oui, une personne pourrait s'aliéner et dire à une autre: je suis ton esclave. Elle s'aliène. C'est s'aliéner, ça. Se faire autre à un alien, c'est un autre. C'est s'aliéner. Mais une personne qui serait masochiste comme ça, et qui se ferait l'esclave d'un sadique, elle ne peut du tout aliéner ses enfants. Ils naissent hommes et libres. Hommes, humains, hein, bien sûr. On a utilisé pendant des siècles le mot homme comme synonyme de humain. Aujourd'hui, on a des préoccupations un peu de genre. On dirait humain, ce serait plus englobant. Donc, les enfants d'une personne naissent en homme libre. Leur liberté leur appartient. Nul n'a droit d'en disposer qu'eux, nous dit Rousseau. Toujours cette liberté. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. La liberté, elle est liée à la notion de droit, elle est liée à la notion de devoir. Si on renonce à la liberté, on renonce à ses droits. C'est corréler droits et liberté. Mais par là même, on renonce aussi à ses devoirs. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Une action, nous dit Rousseau, est morale du fait de la liberté. C'est parce qu'on a une certaine potentialité de liberté qu'une action peut être morale. Voilà. La psychanalyse nous dit que l'humain a des déterminismes, des pulsions, des affects. Et Freud nous invite, malgré ces déterminismes, à conquérir en quelque sorte l'inconscient. Il nous dit: Vois war soll ich werden. Là où ça a été, je dois advenir. Là où l'inconscient a été en action, le je doit advenir. Il y a des déterminismes. Freud nous invite quand même à transcender un peu ces déterminismes par un acte de liberté. Là où c'était, là où les affects et les pulsions étaient, je dois advenir à la place. Eh bien, c'est dans cette liberté qu'il y a de la moralité. On a quand même une certaine latitude vis-à-vis de nos émotions, et ça donne, cette latitude, c'est la liberté, et comme on a cette liberté, cette latitude, ça peut donner une moralité à nos actions. Mais Rousseau nous dit, une renonciation à la liberté, c'est une renonciation à la moralité. Je vais tout reprendre. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Enfin, c'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue et de l'autre une obéissance sans borne. Voilà. C'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue et de l'autre une obéissance sans borne. Une convention vaine. Pourquoi ? Pourquoi ce serait une convention vaine ? Rousseau nous l'a dit. Renoncer à la liberté est incompatible avec la nature de l'homme. C'est pas possible. Il y a quelque chose dans l'homme de naturel, un penchant à la liberté, une propension à la liberté. On ne peut y renoncer. C'est impossible. À moins d'être sévèrement atteint comme un masochiste, eh bien, à moins que ce soit pour un motif pathologique, on ne peut renoncer à sa liberté. C'est incompatible avec la nature de l'homme. Et dans une perspective psychanalytique, le masochiste, eh bien, on pourrait bien l'inviter à écouter un petit peu son inconscient, ce qui se dit en lui, avec la conviction qu'il y a une espèce de liberté qui insiste malgré tout, face à l'esclavagisme auquel il se soumet, et cette liberté qui insiste comme ça dans son inconscient, eh bien il ferait bien de l'écouter, ce masochiste,
Bah justement pour secouer le joug qui l'oppresse, retrouver sa liberté. Voilà. Et donc, ainsi nous dit Rousseau, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ce mot esclavage et droit sont contradictoires, ils s'excluent mutuellement. Voilà, droit d'esclavage, ça n'a aucun sens. Ces mots esclavage et droit s'excluent mutuellement. C'est un oxymore. Quand on colle esclavage et droit, on est en train de produire un oxymore. Ce sont deux choses antinomiques. C'est pas possible. Donc les notions de droit et de liberté, on voit bien, sont très présentes dans la pensée de Rousseau. Il les développe énormément dans le livre 1 du contrat social. Dans le chapitre 5 du livre 1, Rousseau nous dit que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves. Je n'y vois point un peuple et son chef. C'est, si l'on veut, une agrégation, mais non pas une association. Il n'y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier. Son intérêt séparé de celui des autres n'est toujours qu'un intérêt privé. Il n'y a pas de légitimité possible. Le maître qui domine tout un peuple ne sert qu'un intérêt privé, c'est le sien. Que des hommes soient asservis successivement à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves. L'asservissement d'une multitude à un seul homme, c'est un maître et des esclaves. Et je n'y vois point un peuple et son chef, nous dit Rousseau. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude de personnes asservies à une autre que ça fait peuple. C'est, si l'on veut, une agrégation, oui, parce qu'il y a un groupe, donc on peut bien lui donner un nom, agrégation, mais certainement pas peuple. Donc, c'est, si l'on veut, une agrégation, mais non pas une association. Il n'y a ni bien public, ni corps politique. Ça ne peut pas être une association. L'association, c'est quelque chose qui implique l'adhésion de chacun des membres. Cet homme eût-il asservi la moitié du monde n'est qu'un particulier. Son intérêt séparé de celui des autres n'est qu'un intérêt privé. Ce n'est pas parce qu'il est à la tête d'un grand collectif qu'il réduit en esclavage que ce qu'il produit est un intérêt public. La chose qu'il produit, c'est un intérêt privé. Il n'est au service que de lui-même. Dans le chapitre 6 du contrat social, il y a un chapitre qui s'appelle donc du pacte social. C'est un peu le motif du livre, du contrat social. Nous allons voir ce chapitre maintenant. Un professeur qui devrait enseigner le contrat social à ses lycéens pourrait très bien leur faire lire ce chapitre 6 du livre 1. Même si tout ce qui a été dit précédemment est important, parce que ce contrat social de Rousseau est lié aux notions de liberté, aux notions de droit, on l'a vu. Eh bien, même si tout est important, ce chapitre, malgré tout, contient l'essence du contrat social, si je puis dire. Alors, voyons ça. La force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Donc, Rousseau nous dit la force et la liberté de chaque homme, ce sont les instruments de conservation de cet homme. Un homme, pour se conserver, pour se maintenir en vie, il dispose de la force et de la liberté. La force, la sienne, et la liberté. Comment engager cette force et cette liberté sans se nuire et sans négliger les soins que l'on se doit? Eh bien, cette difficulté, nous dit Rousseau, ramène à mon sujet
et peut s'énoncer en ces termes. Son sujet, c'est quoi? Ben, le contrat social. Il s'agit donc, c'est quoi le contrat social? Il s'agit de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Donc il s'agit de trouver une forme d'alliance. Cette forme d'alliance, ça s'appelle le contrat social. Et dans cette forme d'alliance, dans cette forme d'association, qu'est-ce qui se passe? C'est une forme d'association qui défend et protège de la force commune. Ça défend et protège de la force commune, le collectif. On a beau être associé en collectif, la forme d'association qui nous fait être ce collectif est telle que malgré tout, on est protégé de la force commune. Donc, le contrat social, c'est quoi? Trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. Chaque associé a sa personne et ses biens qui sont protégés de la force commune, bien qu'ils soient alliés à cette force commune. Et dans ces formes d'association, chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à soi-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc c'est compliqué. On s'unit, on fait un collectif, et dans ce collectif, on est pour autant aussi libre qu'auparavant. Quand on arrive à faire cela, on a le contrat social. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution, nous dit Rousseau. Jusqu'à ce que le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle par laquelle il y renonça. Si l'association ne fonctionne pas, le pacte social est violé. Si chaque personne n'est pas protégée du collectif, si le collectif commence à nuire à l'individu, alors le pacte social est violé et chacun rentre dans ses premiers droits. C'est assez compliqué. Il y a encore des points à voir, des déclinaisons, pour comprendre un peu mieux ce que c'est que cette forme d'association. Et ces points-là, on va les voir, on va les voir plus tard. On va les voir dans le chapitre 8. Voilà. Et voire même dans le chapitre 9. On a compris un petit peu ce que c'était que le contrat social, mais là, sans aller voir un peu la suite, ça risque d'être un peu mou, un peu sujet à interprétation, peut-être à malentendu. Alors on avance. Avant de lever tous les malentendus, je vais mentionner quelques points encore issus de ce chapitre 6 pour voir qu'est-ce que ça produit le contrat social. Cet acte d'association, nous dit Rousseau, produit un corps moral et collectif. C'est quoi un corps moral et collectif? Aujourd'hui, en France, on utilise en droit l'expression personne morale. Une association, c'est une personne morale. L'association de loi de 1901. Donc des gens se réunissent, ils produisent une association de loi de 1901, et puis ça va donner une personne morale. Il existe des tas d'associations. Une entreprise, ça va aussi donner une personne morale. Et donc, ensuite, au lieu de dire le nom de chaque personne, on peut mentionner l'association, l'entreprise, ou une organisation non gouvernementale. On pourrait dire par exemple Amnesty International, c'est une personne morale, c'est un rassemblement de personnes, c'est ça une personne morale. Ou on pourrait dire Greenpeace, c'est une personne morale. Voilà, ces choses-là sont des personnes morales. Entreprise, organisation, association, ça forme des personnes morales. Donc, cet acte d'association, produit par le contrat social, nous dit Rousseau, produit un corps moral et collectif. Voilà. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de tous les autres prenait autrefois le nom de cité. Une cité, la cité. On se réunit, on pourrait habiter tous ensemble, côte à côte, sans faire cité. Mais à partir du moment où on adhère au contrat social, ça fait la cité.
Donc, cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État. Quand il est passif, souverain. Quand il est actif, puissance, en le comparant à ses semblables. Alors ici, on voit des synonymes. État, cité, république, corps politique, souverain, puissance. Tout ça, c'est des synonymes. Quand le contrat social se fait, toutes ces personnes qui étaient côte à côte deviennent la cité, la république, le corps politique, l'État, le souverain, la puissance. Bon. Il y a d'autres synonymes que Rousseau nous propose, des synonymes entre citoyens, peuple et sujet. À l'égard des associés, nous dit Rousseau, ils prennent collectivement le nom de peuple et s'appellent en particulier citoyens, comme participant à l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'État. Donc, tous ces gens qui se sont agrégés là, par le contrat social, qui se sont associés plutôt, eh bien, ils prennent le nom de peuple. En particulier, ils s'appellent citoyens, et comme soumis aux lois et à l'État, ils sont sujets. Eh oui, on est sujet de la loi, on est sujet de l'État, mais ici, la loi, eh bien, ce sont les citoyens qui vont la produire. C'est une association démocratique, association qui est produite par le contrat social. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par le contrat social? Alors oui, il y a l'État qui se produit, oui, il y a les citoyens, tout ça, mais qu'est-ce qui se produit d'autre? On a vu qu'est-ce que devait être le contrat social, une forme d'association qui ne nuise à aucun membre, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un contrat social? Qu'est-ce qui se passe? Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable. Donc déjà, passage de l'état de nature à l'état civil. Ensuite, et ça produit un changement très remarquable. En substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. L'homme seul, dans l'état de nature, eh bien, se livre à son instinct. Quand il s'associe, quand il produit un état, il va y avoir des lois, il va y avoir le droit, et là, c'est à la justice qu'on va se soumettre. Donc, le passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Maintenant qu'on est dans une société avec des lois, eh bien, les actes prennent un sens moral à cause de la loi. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. L'homme se met à écouter, nous dit Rousseau, sa raison plutôt que ses penchants. Voilà. Le devoir succède à l'impulsion physique, le droit à l'appétit. Dans l'état de nature, on a un appétit, on va essayer de l'assouvir. Cet appétit, ça pourrait être autant manger, boire, que vivre dans un endroit confortable, avoir un logement. On essaye d'assouvir cet appétit dans l'état de nature. Eh bien, quand on produit le contrat social, qu'on devient une société, ce n'est plus sous le joug de l'appétit qu'on est, mais sous le joug du droit. Et donc, l'assouvissement de ces appétits naturels, de ces besoins, deviennent des droits. On s'est mis en société justement pour se faciliter la vie et pour que l'alliance du collectif aide à surmonter les difficultés. On n'est donc plus sous le joug exclusif de l'appétit, on est sous le joug du droit. C'est là où peuvent émerger les choses comme les droits de l'homme. On passe sous le joug du droit. Un joug qu'on s'impose. On est sujet du droit, sujet de la loi. On l'a mentionné. Donc, la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit. On est dans le devoir
et plus dans l'impulsion physique. Maintenant, ce qu'on l'on fait, on ne le fait pas que pour soi, on le fait pour le collectif, vis-à-vis duquel on a un devoir. Voilà. C'est à ça que ça aboutit, le contrat social. Et c'est pour ça qu'on le fait. On a envie de passer, ou bien, de l'état de nature à l'état civil, pour se faciliter la vie. On a envie de rentrer dans le domaine du droit. Et pas seulement pour se faciliter la vie, sans doute aussi parce qu'on a cette aspiration morale. Et cette empathie pour autrui. D'accord. Qu'est-ce que ça produit donc cette association? Ça produit d'autres choses. On pourrait sur ce qui précède ajouter, nous dit Rousseau, à l'acquis de l'état civil, la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui. Car l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais je n'en ai déjà que trop dit sur certains articles et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici mon sujet. Donc je l'avais dit en introduction, on voit très bien que la liberté c'est vraiment une des préoccupations de Rousseau. On l'a vu au travers de l'esclavage, on le voit encore ici, quand il nous parle de morale. Et on voit très bien que cette idée de droit est aussi une préoccupation de Rousseau. Et donc il nous dit, Rousseau, que l'acquis de l'état civil, la liberté morale. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale qui seule rend l'homme vraiment maître de lui-même. Le fait de produire un contrat social plonge dans l'état de civilisation et ça produit une liberté morale. On l'a vu, droit, morale, liberté sont liés. Une personne qui renonce à sa liberté ne peut plus, avait-on dit, produire d'actes moraux. Essayons de retrouver le passage. Renoncer à sa qualité d'homme, au droit de l'humanité. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, au droit de l'humanité et même à ses devoirs. Voilà. Liberté, droit de l'humanité, devoirs sont liés. Quand on produit le contrat social, qu'on crée une société, on avait vu certains acquis tout à l'heure, et donc là, les acquis dont on parle maintenant, on pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale qui seule rend l'homme vraiment maître de lui. Donc, tout à l'heure, quand on parlait du contrat social, j'ai dit que le chapitre 6, c'était un petit peu le chapitre fondamental pour comprendre... Enfin, il y avait l'essence du contrat social. Et j'ai mentionné un passage, trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. J'avais dit ça, c'est un peu l'essence du contrat social, mais il va falloir le nuancer, le préciser pour éviter les ambiguïtés et les interprétations. Eh bien oui, cette forme d'association qui protège de la force commune et où chacun n'obéit qu'à soi-même, c'est pas l'individualisme. On vient de le voir grâce au chapitre 8. Donc, chapitre 6 et 8, très très important. Donc, cette forme d'association où chacun reste aussi libre qu'auparavant, c'est pas une forme d'association où chacun se livre à tous ses appétits sans borne, à un individualisme effréné. Le passage de l'état, je reprends un peu le chapitre 8, le passage de l'état naturel à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant à sa conduite la justice à l'instinct. Il faut qu'il y ait la justice, en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Voilà. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale qui seule rend l'homme vraiment maître de lui. Car l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Voilà. L'obéissance à la loi morale qu'on s'est prescrite est liberté. L'impulsion du seul appétit est esclavage. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les spiritualités. On va le retrouver dans le bouddhisme, le christianisme, on va le retrouver dans toutes les philosophies. C'est déjà présent dans l'Antiquité, c'est présent chez Kant, cette idée que c'est la liberté
C'est par l'adhésion libre qu'on obéit aux lois morales qu'on se prescrit. Et c'est bien en ça que ça fait force de loi. Donc la liberté, la morale, le droit, le devoir, le contrat social, on vient de le voir, tout ça est uni dans la pensée de Rousseau. Et cette forme d'association, c'est une forme d'association qui permet la liberté, mais c'est une liberté morale où on agit pour le collectif et pas par individualisme. Très très bien. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la base. On a un petit peu vu ce dont je vous avais parlé. J'avais parlé d'une petite extension. Une pensée qui prolonge celle de Rousseau, qu'on trouve dans le contrat naturel de Michel Serres. Il y a une partie dans ce livre qui s'appelle Contrat naturel. C'est à cette partie que je vais me référer maintenant. Et dans cette partie-là, il y a une sous-partie, il y a un petit titre, c'est le contrat naturel. Eh bien, dans cette sous-partie, on va trouver ce dont je vais vous parler maintenant. Michel Serres nous invite à un retour à la nature. Là, on était sur quelque chose qui concernait les êtres humains. Pour Michel Serres, ce n'est pas suffisant. Il faut englober la nature aussi dans toute cette pensée. Retour donc à la nature. Cela signifie, au contrat exclusivement social, ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de réciprocité avec la nature. Contrat de symbiose. Le symbiote admet le droit de l'hôte. Le symbiote, c'est nous par rapport à la nature. Le symbiote admet le droit de l'hôte. L'hôte, c'est la nature. Alors que le parasite, notre statut actuel, nous dit Michel Serres, condamne à mort celui qui le pille et qui l'habite sans prendre conscience qu'à terme, il se condamne lui-même à disparaître. Notre attitude actuelle, nous dit Michel Serres, est celle du parasite. On va détruire la terre, notre habitat, et ça conduira à notre propre destruction. La terre, notre habitat, ça englobe tout ce qui est dessus. L'air, l'eau, les végétaux, absolument tout. Le droit de symbiose se définit, nous dit Michel Serres, par réciprocité. Autant la nature donne à l'homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit. Donc, la nature nous donne, mais il faut qu'on lui rende. Il faut qu'on soit dans une relation de symbiose et pas de parasitage. Et par ce contrat naturel, il y a quelque chose qui se fait qui est de l'ordre du droit. La nature devient sujet de droit. Voilà. Par le contrat social, l'humain devient sujet de droit. Il est plus soumis aux lois de la nature. Il est plus exclusivement dans les lois de la nature. N'est-ce pas? C'était quoi l'expression exacte de Rousseau? On parlait du passage de l'état de nature à l'état civil. Et donc, ça rend sujet de droit. On l'a vu. Eh bien, Michel Serres nous invite à englober la nature dans le contrat, à produire un contrat naturel avec la nature, ce qui élève la nature au rang de sujet de droit. Au rang de sujet de droit. La nature. Ça peut paraître dingue de se dire la Terre, un objet inanimé peut être sujet de droit. Mais tout peut être sujet de droit. Ça a des conséquences, le forage de pétrole, ça a des conséquences aussi bien sur la Terre, le matériau, le sujet inanimé, que sur les animaux. Et ce qu'on fait du pétrole, ça a des conséquences sur l'air. C'est un petit peu à la mode en ce moment de parler de réchauffement climatique, ça a des conséquences sur le climat, etc. La nature est un système interdépendant, interconnecté, tout est connecté. Donc tout a des conséquences.
Et donc, Michel Serres nous dit que la nature peut être sujet de droit. Dans la nature, il y a aussi les animaux. Et puis, il y a nous. Donc, la nature, elle est sujet de droit. C'est une extension du contrat social. Allez, je relis un peu Michel Serres et on conclut. Donc, Michel Serres nous invite à un retour à la nature. Cela signifie, au contrat exclusivement social, ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose, de réciprocité. Contrat de symbiose, le symbiote admet le droit de l'hôte, alors que le parasite, notre statut actuel, condamne à mort celui qui pille et qui l'habite sans prendre conscience qu'à terme il se condamne lui-même à disparaître. Le droit de symbiose se définit par réciprocité. Autant la nature donne à l'homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit. Voilà. Donc on a vu tout ce dont je voulais vous parler. Les liens entre le contrat social, le droit et la liberté dans la pensée de Rousseau, et puis l'extension produite par Michel Serres. Nous avons tout vu. C'est donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.